La récolte de la résine se faisait en deux temps. La récolte régulière de mars à octobre, la masse, et la dernière récolte de l'année en novembre, l'ubarascage. La masse se faisait toutes les 2 ou 3 semaines, quand les pots étaient pleins. La vitesse de remplissage dépendait beaucoup de la chaleur ambiante. Le pot, décroché du pain, photo 1, était vidé dans un seau, le squart, et curé à l'aide d'une petite pelle, le paline, photo 2 et 3. À son tour rempli, les squarts étaient vidés dans des barriques disséminées dans la forêt, photos 4 et 5. Initialement, ces barriques étaient en bois d'une contenance de 336 litres, avec une ouverture d'environ 30 sur 20 cm sur le plan. Elles furent remplacées par des barriques en métal. Il y eut des endroits où, avant d'être mise en barrique, la résine était récoltée et stockée dans des réservoirs couverts dans la forêt. Lousbarks, Lousbarcus ou le Stos, suivant les endroits. À l'origine, on suppose que c'était des demi-barriques enterrées, coupées dans le sens de la longueur. Mais, quand les eaux et forêts ont pris les choses en main, et pour pouvoir mesurer les quantités de résine, ils ont fait des récipients plus adaptés, en bois en premier lieu et en ciment par la suite. Une fois pleines, les barriques étaient chargées sur le brosse, cette charrette à 2 roues tirée par un attelage de mules, photo 6. Et ces mules, sur la fin, furent remplacées par des tracteurs. Sur la photo 1, on peut voir un arousineil avec une claudine, la brouette du résinier. Sur la photo 2, on voit une résinière, Uarusineir, porter le squart sur sa tête, comme évoqué dans la page consacrée à ces récipients. On voit photo 3, sur une gravure de Kaufmann datant de 1891, un résinier vidait un barque dans une barrique à l'aide d'une grosse louche à long manche, le cache. Ces barriques étaient amenées sur place par le brosse. Les broches chargées, il prenait la direction de la distillerie, photos 4 et 5. Quand arrivait le mois de novembre, la saison de gémage prenait fin avec la dernière opération de récolte, l'ubarascage. Cela consistait à racler le barras, la résine coagulée le long de la carre, photos 1 et 2. Ce barras, ou ce galipote, bloc de barras, tombait sur un drap ou une pièce de toile de jute étalée au pied du pain, le teul d'ubarasque, photo 3. L'oupitei pouvait encore trouver sa place dans cette opération, comme on le voit sur la photo 4. Il est important de ne pas trop racler et de laisser une couche protectrice de résine afin de protéger le pain des intempéries de l'hiver. Ensuite, on vidait cette toile dans une squart où il y avait de la gemme plus liquide, photo 5. On mélangeait le tout avec une petite pelle à long manche, le pal, photo 6 et 7. Enfin, on versait le tout dans la barrique, photo 8, ou dans un barque. Bien souvent, ce mélange s'effectuait directement dans la barrique, toujours avec le pal ou avec un botros de bois. Les photos 1 et 2 montrent des barreskayr, des récolteurs de barras, en action autrefois. Sur la photo 3, on peut voir l'ubareskayr vider sa toile dans un barque. Posé sur la barrique de la photo 4 se trouvent 2 pales, car là, le mélange s'effectuait directement dans la barrique. On a vu que la résine molle, ou gemme, est composée d'environ 70% de colophane, de 20% de térébenthine et de 10% d'impuretés. Le pourcentage de térébenthine peut varier d'un endroit à l'autre. Les résines les plus réputées pour la qualité et la quantité de cette essence étaient celles des arrière-dunes du littoral, choyées par le climat iodé induit par la proximité de l'océan. Ces résines sont considérées comme faisant partie des meilleures du monde. La distillation à l'ancienne. Tant que la résine provenait du gémage à crotte, elle était mise à décanter dans des récipients plus ou moins divers, dont les tos ou barks, sur des clés, en bois pour le barras et le galipote, en paille pour la gemme molle. Sale et chargée d'impuretés, elle a donc besoin de ce décantage. Cette résine, avec cette méthode, était d'ailleurs assez pauvre en térébenthine qui s'évaporait à l'air libre du fait de la longueur des carres. On n'utilisait que très peu les matériaux à l'état brut, si ce n'est pour fabriquer chandelles et bougies, ou boucher une dent carriée en attendant de pouvoir aller chez le dentiste. Il paraît que cela a atténué la douleur. On va maintenant voir la fabrication des produits issus du gémage et leur utilisation. Il y avait 2 catégories de produits, ceux tirés d'un pain vif, la gemme molle, le barras et le galipote, et ceux tirés d'un pain mort ou atteint de décrépitude. La gemme molle, le barras et le galipote pouvaient être d'abord traités, après décantage et filtrage sur des clés, dans un barque spécial, d'où on tirait la termentine ou tourmentine de soleil, une liqueur rousse par exsudation solaire. Le barque était rectangulaire,
et faisait entre 2 et 2,50 m² et avait un toit amovible en cas d'intempérie. Il était construit en madrier, avec un premier fond en madrier aussi, mais non jointé pour que la turmentine de soleil puisse s'écouler. Cette huile tombait alors sur le véritable fond, étanche, en madrier joint ou en carrelage. Ce dernier était en pente, avec un dénivelé d'environ 20 cm, qui donnait sur une auge placée à l'extérieur le long du barque, où l'on pouvait récupérer la turmentine de soleil. Cette huile était stockée dans des barriques de bois. Elles étaient exposées, elles aussi au soleil, sur un sol étanche et pentu, vers une rigole et l'on en tirait, là aussi par exsudation, la térébenthine de Venise, qui était un produit de qualité, très rare, car produit en petite quantité et donc très cher. Les résidus des barques, ou d'ailleurs les produits bruts après décantage, car la turmentine de soleil n'était pas produite partout, étaient chauffés dans une chaudière en cuivre ou en fonte, le caudeire. Quand on avait un alambic, dont l'existence est attestée au moins au XVIIIe siècle, mais peut-être beaucoup plus tôt, la gemme molle, bouillie un quart d'heure, était alors transvasée dans cet alambic, d'où l'on tirait l'essence de térébenthine et la colophane. Quand il n'y avait pas d'alambic, tous les produits bruts et les résidus de barque passaient par la chaudière. On en tirait la térébenthine de chaudière ou sirop doré. Après complète récupération de cette dernière avec des louches à la surface, il restait dans la chaudière le brai sec, la colophane, que l'on nommait l'arcansoun ou la roussine, terme qui a peut-être donné son nom à la roussineille. On faisait généralement bouillir le barass et le galipote plus de 2 heures, on les retirait de la chaudière, puis on les mélangeait à de l'eau dans un coule à d'huile, un tronc de chêne évidé, pour obtenir un autre brai, le brai clair aux résines jaunes. Vous pouvez lire sur le schéma les types de conditionnement et les emplois divers de tous ces produits. N'hésitez pas à faire un arrêt sur image. La différence entre le brai et la colophane est essentiellement basée sur la couleur du produit extrait, suivant l'origine de la matière première, gemme, barass ou galipote, et le temps de cuisson. Les plus foncés sont les brais, et donc les plus clairs les colophanes. La résine, la turmentine, les brais, les colophanes et les goudrons étaient utilisés par les locaux pour divers soins et affections. Ma mère m'a raconté qu'elle avait été soignée d'une affection des bronches par l'eau que l'on pouvait recueillir dans les pots de résine après la pluie. Les résidus d'un pain mort, d'un pain bouteille ou atteint de décrépitude sont utilisés pour fabriquer les pois et les goudrons. Il est à noter qu'un bon nombre d'arbres atteints de décrépitude étaient réservés aux résiniers comme bois de chauffage. On traitait aussi tous les restes de l'étape précédente, c'est-à-dire les ourles, ces espaces entre deux quarts, les paillassons de filtrage de la gemme molle, clé de paille, les galipes, la terre du crotte car elle était imbibée de résine, etc. Ils seront traités dans un four peuglé ou four à pois, qui est un four rudimentaire avec un bâti en cailloux, généralement de la garluche, d'où le nom de goudron de cailloux, boudron de caillau. Au fond, il y avait un réceptacle et un conduit d'évacuation du goudron vers l'extérieur. Il était tapissé de briquettes et scellé avec une calotte d'argile. Il y avait, percé dans cette calotte, des conduits d'oxygénation. C'est avec cette poix que sont enduites les célèbres gourdes basques. À noter un produit qui était tiré directement du pain bouteille et utilisé brut, le vieux galipote ou franc-encens qui était utilisé en parfumerie, mélangé à de l'encens authentique. Les produits directement tirés du pain abattu, le stud ou billon de pain débité en bûchette qui servait aussi à faire des flambeaux, et les souches, eux, seront traités dans un four de gaz ou four de gaz car il était recouvert de terre et de longues herbes. Voici un schéma approximatif d'un four de gaz tel que les Arouzeneis de Cugne l'ont reconstitué, voir la petite photo. Ces fours sont d'inspiration suédoise et ont fait leur apparition, d'après Robert Hoffman, au milieu du XVIIe siècle. La taille de ces fours pouvait atteindre 7 à 8 mètres de diamètre et presque 3 mètres de profondeur. Ils consommaient énormément de bois et n'étaient pas très courants, contrairement aux fours traditionnels précédents qui étaient d'une conception beaucoup plus modeste. Pas très courant parce que contrairement à ce que l'on peut penser, le bois pour faire du goudron n'était pas très abondant, la forêt étant beaucoup moins étendue qu'à notre époque, et le bois était surtout utilisé pour la construction et le chauffage, sauf en cas de tempête. Et donc ces goudrons, comme on peut le voir sur le schéma, outre la médecine, étaient surtout utilisés en construction navale pour le calfatage et les cordages. Là aussi, la différence entre pois et goudron, appelé aussi brai gras, n'est pas évidente. La consistance, la viscosité et l'aspect du produit fini la déterminent.
sans oublier le mode de fabrication. Et le charbon de bois, une fois sorti du four, du fait de sa haute teneur en carbone, était très apprécié des forgerons pour alimenter leurs forges.